Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 27e épisode de ce podcast Sauvons nos vies et notre 7e interview aujourd'hui. Vous le savez maintenant, chaque mois, je reçois une ou un invité pour nous parler de santé et de sécurité. Mais dans tous les cas, chaque lundi matin, vous pouvez découvrir un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Faites-nous part également de vos commentaires, de vos remarques, suggestions sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous allons échanger aujourd'hui avec Christian Malissard, aventurier et passionné de business qui va nous parler de ses expéditions aux quatre coins de la planète et comment il arrive à gérer dans ces conditions la santé et la sécurité et aussi comment il s'en inspire pour accompagner les entreprises. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui Christian Malissard. Bonjour Christian. Bonjour Hugues. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Tu sais, c'est une matinée comme ça, d'avoir un entretien interviewé par toi pour ton podcast, c'est un moment excitant. Donc ça fait des journées que j'attends ça, un peu comme les gamins attendent le cadeau de Noël sous l'arbre de Noël. Ah, t'es gentil, c'est gentil. Merci. Alors Christian, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Je m'appelle Christian Malissard, je suis basé à Londres, je suis franco-britannique, ça fait 30 ans que je vis à Londres. J'ai eu plusieurs vies, c'est un peu comme un chat. J'ai eu une vie de corporate boys avec les boîtes télécom dans les grands groupes américains où j'ai fait plutôt des carrières de management assez rapides et je suis parti à l'étranger pour ça. Et puis, il y a plus de 20 ans, j'ai pris une décision de m'arrêter complètement du monde corporate, mais de continuer à travailler avec, mais en tant que consultant extérieur au monde corporate et de devenir un advisor. Ça, c'est ma deuxième vie. Ma troisième vie, c'est que j'ai une passion pour l'aventure et donc j'organise le plus souvent possible des expéditions, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit en montagne, que ce soit en moto, que ce soit sur des rivières, en aviron ou autre. J'aime bien organiser des choses où je teste un peu mes capacités d'adaptation, de résilience et j'emmène beaucoup de gens avec moi. Et je tire de ces expériences-là beaucoup d'enseignements qui me sont utiles dans mon métier de consultant. Et à part ça, je suis grand-père de bientôt 5 petits-enfants et j'ai une famille qui s'est bien développée et je suis marié à ma petite femme depuis près de 38 ans, Virginie, voilà. Eh bien, oui, un métier et une vie bien remplie, comme tu dis. Alors, effectivement, on va faire un peu le lien entre ta vie d'aventurier et ta vie professionnelle, même si c'est aujourd'hui pas forcément l'objectif de parler et d'aborder davantage ta vie professionnelle, mais c'est pour faire le lien parce qu'il y a aussi un lien, c'est ça ? Entre tes aventures. Il y a forcément un lien. Ouais. Tu sais, il y a entre ce que tu aimes faire et ce que tu es bon à faire, est-ce que tu te sens mandaté par la vie, par la puissance supérieure, un peu le modèle Ikigai que tu connais. Moi, j'ai la chance de trouver une espèce de cohérence entre ce que j'aime faire, ce que je pense être bon à faire, ce que pour les gens me payent pour faire, et ce qui me semble être ma mission divine. Donc, oui, j'ai trouvé un truc extra. Alors, dans ta vie professionnelle, tu coaches en fait. Tu coaches des managers, des organisations. Qu'est-ce que tu fais en général ? Oui, alors le mot coaching, je l'utilise pas trop parce que dans le monde anglo-saxon, on n'a pas la même définition que dans le monde français où on utilise beaucoup de mots anglais et souvent mal traduits. Moi, je suis un advisor. Donc, je donne un avis sur des situations à des individus ou des organisations, sur des choix qu'ils sont en train de faire, des orientations qu'ils sont en train de prendre, des arbitrages qu'ils veulent souhaiter faire, et je leur apporte un œil extérieur, sans compromission, avec un peu d'expérience, beaucoup de bon sens, un sens de la communication qui fait que je suis un bon facilitateur d'expression d'envie, d'expression de besoin. D'accord. Tu vois, je raccroche tout à l'heure avec un client qui, dès le début du mois de janvier, veut que j'aille organiser un séminaire pour toute son équipe de management parce qu'il faut qu'ils prennent des caps pour les 2 prochaines années. Il m'a dit, il me faut un animateur extérieur capable de nous embarquer, capable de nous faire réfléchir, tout en étant bienveillant, avec un peu d'humour, faut pas se prendre trop la tête, et c'est ce que je fais. Après, je peux accompagner un individu tout seul, soit parce que je l'ai rencontré sur un séminaire, soit parce qu'il m'a connu sur le marché, et là, je deviens un accompagnant, tu vois, un mentor, un coach, un consultant, un advisor, tu m'appelles comme tu veux. D'accord. Et là, je travaille en individuel. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc, comme beaucoup de boîtes de conseil. Et le but, c'est de rendre le service attendu par le client à l'instant T. Et comment t'es venu ce goût du voyage et de l'aventure ? Et pourquoi toutes ces aventures ? Alors, je suis pas sûr que j'ai été un jour picousé à l'aventure. Mes parents faisaient du camping, tu vois, c'était des gens tout à fait agréables, mais ils étaient pas partis pour voyager à l'autre bout du monde. Puis un jour, ils nous ont emmenés aux États-Unis.
quand j'avais 17 ans, et je trouvais ça génial, l'Amérique, les grands espaces, les grands parcs. Et puis après, je suis reparti à peu près tous les ans faire du trekking aux États-Unis, parce que je bossais pour des boîtes américaines quelques années après. Et puis après, je suis parti avec femme et enfants, passer un mois fin d'hiver au Canada, sur un lac gelé, à pêcher, à piéger, à vivre de rien. C'était extraordinaire. Après, je suis parti un mois au Groenland avec ma femme, rencontrer les Inuits. Puis je me dis, mais j'adore finalement les voyages comme ça. Et puis, depuis une quinzaine d'années, j'organise des expéditions avec un but un petit peu plus poussé, qui est de sortir de la zone de confort. Et donc là, on associe le risque à notre aventure. Mais par exemple, bivouaquer en montagne, bivouaquer dans le Grand Nord par moins 35, ben, je l'ai fait. J'ai dormi sans tente sur des peaux de bêtes par moins 35 en Laponie. Ben, je veux dire qu'une fois que tu l'as fait une fois, tu l'as fait pour ta vie, quoi. Tu dis, non, c'est jamais plus, c'est pas possible. J'ai fait des choses en haute montagne, j'ai fait des choses en moto, j'ai traversé l'Afrique du Sud en moto, j'ai traversé les Balkans complets jusqu'à la Turquie en moto, jusqu'à la Grèce en moto. J'ai fait des choses, je sais que tu es motard, où je me suis un peu poussé en dehors de ma zone de confort. Et soit je faisais ça seul, soit je faisais ça avec des partenaires d'expédition. Ça peut être mon fils, ça peut être des potes, ça peut être même des clients. Mais j'aime bien organiser quelque chose qui soit atypique, que les gens n'aient jamais fait avant, et d'essayer d'associer, parce que j'aime contaminer mes amis, de la passion m'entraîne à leur proposer de venir avec moi. Et il y en a beaucoup qui cèdent à mes caprices et qui viennent avec moi. Mais quand Christian, si j'avais su, je serais pas venu. C'est vachement froid, c'est vachement humide, c'est vachement venteux. Moi, je m'attendais à passer. Donc, j'aime bien embarquer des gens dans mes aventures. Mais je suis pas non plus Mike Horn, tu vois. J'ai pas non plus fait l'Annapurna Sargon. J'ai fait des trucs physiques un peu exposés, un peu engageants. Et j'ai la modestie de reconnaître que je suis pas guide de Chamonix, si tu veux. C'est ça. Mais tu indiques tirer des enseignements des expéditions que tu réalises et en quoi quel type d'enseignement tu tires et en quoi ça t'aide dans également ta vie professionnelle. Déjà, une expédition, c'est une exposition à pas mal de risques que tu n'as pas forcément l'habitude de côtoyer au quotidien, des risques géographiques, des risques climatiques, des risques sociétaux, des risques de la nature. Hein, quand tu es en plein milieu du bush en Afrique du Sud en moto, si tu crèves, ça se passe comment, quoi. La première station-service, elle est à 2h30 de voiture. Donc tous ces trucs-là, ça fait partie de l'appréciation des risques. Donc la préparation en amont, pour moi, est 80% du succès d'une OP, c'est la préparation. Faut pas se le raconter. Quand tu prépares mal, fail to prepare and prepare to fail, comme on dit en anglais. Ouais. Donc ça, c'est vrai. Deuxième chose, c'est le choix des partenaires d'expédition, est très important. La complicité humaine, tant que tout va bien autour d'une table, à regarder des cartes et montrer des photos, tout le monde est prêt à partir avec toi. Dès que tu as un petit souci ou un problème ou une imprévision, un élément inconnu que tu n'avais pas mis dans le logiciel qui s'apparente à une décision à prendre rapide, là tu te rends compte tout de suite que les gens avec qui tu es parti n'ont pas forcément la même capacité que toi à anticiper, prendre une décision, arbitrer et agir. Troisièmement, c'est l'équipement aussi. Moi, j'aime bien être sûr de mon équipement. Tu vois, que ce soit en moto, c'est pour ça que je pars souvent chargé. Ça veut pas dire que je pars très lourd, mais j'ai toujours l'outil, je sais, qui nous manquera si je l'ai pas, tu vois. Tu crèves en moto, il faut dévisser l'espèce de petit bibi qui est au bout de la valve. Si t'as pas la toute petite clé qui vaut 1 euro, qui te permet de dévisser le truc pour sortir la valve complètement, t'es juste coincé, quoi. Tu sais ce que t'as à faire, mais tu peux pas le faire. C'est pareil, t'as besoin d'un bout pour réparer un traîneau, toi t'es parti avec aucun outil, rien. Si t'as un bout de 20 mètres de la corde de parachute, avec ça tu peux réparer tout ce que tu veux, tu fais un brelage. Donc moi j'ai toujours le couteau, le briquet qui va bien. Alors, à me dire, je dis, ouais, t'es plein de gadgets. Ouais, mais ça a toujours servi, tu vois. Ça, c'est bien. Après, tu as effectivement le choix des guides, le choix des porteurs. Quand tu fais des expéditions montagne, il faut qu'il y ait une adéquation, il faut que tu trouves une bonne complicité. Il faut que. Alors, on peut pas forcément parler une langue commune, mais en baragouine. Alors, moi, j'ai la chance de parler le français et l'anglais, mais t'as pas. Au Kenya, on est tombé sur un guide, il parlait très, très mal l'anglais. Il parlait pas un mot de français. Et c'était le guide. On avait 7 porteurs, un cuisinier, on était 3 montagnards. C'est vrai que trouver le mode de fonctionnement en non-verbal, parce que l'anglais ne servait pas à grand-chose, donc c'était essentiellement des gestes, et au bout de 4-5 jours, on était en synchronisation, tu vois. Et donc moi, pour moi, j'adore ces trucs-là, c'est la même chose que dans le monde du travail, quand tu dois communiquer, quand tu dois échanger, le non-verbal est très important, beaucoup plus important qu'on le croit. C'est vrai. Donc, c'est vrai. J'essaie toujours de faire un parallèle avec le monde du travail, la préparation, l'anticipation, le choix des associés. C'est pareil que le recrutement.
sur le papier, tous les candidats sont excellents. Il n'y en a pas un qui marque en plus j'ai des défauts, je retiens rien, je m'exprime mal, je fais des fautes de logique. Jamais. Les candidats sont toujours champions du monde. Quand on choisit un parmi un panel de 3 bons, il faut pas te courir. Et souvent, c'est des signaux faibles qui font que tu les as pas vus. Les signaux forts, ils sont bons. Donc tu dis, bon, bah, celui-là, il est bon. Ce Hugues, il est excellent. Ce Christian, il est excellent. Et c'est des signaux faibles qu'il faut lire. Donc, plus tu affûtes ta lecture des signaux faibles, plus tu es bon pour le faire. Et ça te sert à ça, en fait. Bien sûr. Ces aventures, c'est d'affûter justement cette sensibilité aux signaux faibles. Oui, okay. Parce que plus j'ai fait des expéditions dans le Grand Nord avec des traîneaux et des chiens, plus je vais sentir qu'il va nous arriver une galère. La neige est pas bonne, personne l'a vu, mais les chiens fatiguent, ils s'épuisent, c'est trempé, donc ils se font des blessures au coussinet, donc pas qu'on fasse l'étape de 30 km, on va pas la faire. Faut arrêter, on va en faire 10. Faut mieux qu'on se prépare à bivouaquer ou dans 10 bornes plutôt que de s'épuiser à essayer d'atteindre le col où qu'on ne passera jamais. Et ça, c'est des signaux, alors c'est pas de l'inquiétude, c'est de la maturité, tu vois, c'est du discernement. Et je pense qu'un bon motard, tu es motard comme moi, quand tu commences à sentir la fatigue, il y en a plein qui continueraient 50 bornes. Toi, tu dis non, j'arrête, c'est maintenant qu'il faut que je m'arrête. Parce que là, je suis en train de perdre je vois plus la route, quoi, je fais plus gaffe. C'est ça. Ça fait 10 minutes, je sais même pas ce que j'ai croisé, tu vois. Et donc, tu te nourris aussi de ton retour d'expérience, de tes retours d'expérience pour consolider, on va dire, chaque nouvelle aventure. Ben oui. Mais quand tu arrives dans un endroit dans lequel tu n'as jamais déjà baigné, parce que tu vas dans le Grand Nord, tu vas en Afrique, mais quand tu arrives dans un environnement que tu ne maîtrises pas, que tu n'as jamais connu, comment tu fais ? À mon avis, il y a des recettes, hein. J'ai une espèce de process, j'ai un logiciel qui tourne, qui va me mettre en 2 mots, diagnostic rapide des gens que tu rencontres, diagnostic rapide du climat, de la météo, de l'environnement nature, diagnostic rapide du terrain, diagnostic rapide de ta condition. Est-ce que je suis prêt à faire la première étape ? Ils disent il y a 8 heures de marche la première étape, je viens de passer 10 heures dans l'avion. Non, mon bon sens, mon ego dirait oui, mon bon sens dit non. Tu vois, et maintenant, j'ai plus 25 ans non plus, j'ai peut-être des capacités physiques réduites, mais j'apprécie plus vite la décision de ne pas le faire qu'avant je serais allé, pourquoi pas, quoi, qu'est-ce que je risque ? Non, moi je dirais non. Aujourd'hui, je vais pas faire 20 bornes. Ouais. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire une marche d'approche, peut-être en faire 7-8 bornes pour s'échauffer, pour s'apparenter à l'humidité du terrain, ainsi de suite. La raison prend le dessus, quoi. Ouais, la raison, le bon sens prend le dessus sur mon ambition ou mon envie de faire tout de suite. Je suis pas du tout un être patient, mes proches te le diraient, mais je le suis devenu plus que je ne l'étais, tu vois. Ouais. Je pense que c'est comme un équaliseur. T'es ingénieur du son, tu peux rajouter plus ou moins dans telle fréquence, mais tu peux saturer complètement tes haut-parleurs, ou tu peux enlever complètement tout. Mais après, t'as plus de son, t'as plus de relief, t'as plus de profondeur. Je pense que c'est pareil dans la vie. Tu joues, là j'ai un petit peu moins de capacité physique parce qu'à l'aube de tes 63 ans, t'as plus les genoux que tu avais à 30, t'as plus le souffle que tu avais à 30, donc je t'apprends rien. Même si on est fit et qu'on s'entretient, je sais que je ne vais pas être aussi performant, donc j'apprécie ça en fonction de ma capacité. Et puis quand je vois quelqu'un qui est excité, qui veut pas prendre en considération, qui a des difficultés, qui a du vent, que la température est vraiment très très basse, qu'il va peut-être falloir revoir nos ambitions, je suis très vite, je lui dis, fais gaffe Jack. Là, on va sortir, il y a un blizzard, il y a des vents à 80 km/h, on va marcher contre le vent en sortant du col, ça va être épuisant, on va avoir froid, on n'a rien pour se protéger, on va peut-être pas partir maintenant, on va attendre que le vent soit, tu vois. Alors qu'avant, je dis, allez, on y va les gars, on va se serrer les coudes. Donc je pense que j'ai une routine, parce que il m'est arrivé plein de choses aussi, il m'est arrivé des galères, j'ai eu des histoires. C'est pas comme si j'étais toujours sorti par le haut de toutes mes expés, hein. J'ai eu les mains gelées, j'ai eu le visage gelé, j'ai eu le nez mordu par un chien, j'ai pendulé au bout d'une corde en montagne, j'ai failli être écrasé par un camion minier au Kenya en montant sur la route du Mont Kenya. On était avec un 4x4 pour aller à l'arrivée du parc où commençait l'expé, et il y a un camion de mine rempli de cailloux, en panne de frein, qui mettait en marche arrière sur le chemin, qui nous est roulé dessus. Il a démoli la Land Rover qu'on avait embarqué avec le guide, le matos. J'ai failli mourir à la première matinée d'une expédition de 8 jours. Ça te refroidit un peu, ça te fait prendre un peu de la perspective vis-à-vis du plaisir d'aller faire des treks et tout. Il faut savoir que le risque, il est à tous les virages. Et c'est ça, en fait, ça te permet aussi d'affûter ta sensibilité, ton œil au risque.
puisqu'effectivement, ils sont tellement nombreux et variables, et que effectivement, toutes ces expéditions je vais pas dire, tu développes ton sixième sens par rapport au risque. Ah oui, exactement. C'est ça. T'as tout à fait raison. C'est le sixième sens. Et quand j'ai vu que t'avais survécu à 3 nuits par moins 35 degrés. Comment on fait pour survivre à 3 nuits à moins 35? On était parti, donc là c'était en Laponie finlandaise, au nord du cercle polaire, à peu près 150 km de l'océan Arctique, donc tu vois, très très au nord de la Laponie. On était parti à 2, le guide avec ses chiens et moi, et c'était le raid de l'extrême, ça s'appelait comme ça, et ma femme m'avait offert ça parce que j'avais envie de quelque chose d'intense et très engageant. Et en arrivant au premier matin, quand je suis sorti de l'avion et que je suis arrivé, il m'a dit « Tu es beaucoup trop lourd, Christian ». Ah oui, j'ai mon gabarit d'1m93, je fais un bon 105 kilos. Avec mon matos, tu vas épuiser mes chiens, on va pas prendre de poêle à bois. Ah, ok. On fera du feu dans la neige. Ok. Et puis on va pas prendre de tentes. Tu sais, ils ont des tentes de prospecteurs dans le Grand Nord. Ce sont des grosses tentes en bâche de coton, un peu enduites de wax, là. Et ça se monte sur des bouts de bois que t'attaches. Enfin, c'est pas du tout du camping léger, hein. Mais tu peux faire du feu dedans. T'as un orifice pour faire sortir le poêle. Bon. Il me dit, pas de poêle, pas de tente. Donc il restait plus quoi? Des peaux de bêtes. Il m'a dit, tu vas voir ce que c'est que le Grand Nord. Tu veux un truc. Ok. Donc j'avais un duvet de l'armée finlandaise, qui est un des duvets les plus chauds au monde, qui pèse l'équivalent de 10 kilos de plumes et de cordura. Tu peux pas mettre ça dans un sac à dos, tu mets ça dans le traîneau. J'avais rien d'autre que ma grosse doudoune d'expédition, des gants fourrés, des peaux de bêtes fourrées, une toque de fourrure, des énormes bottes de froid et un pantalon d'expé. Point. J'avais aucun vêtement de rechange. On était limité au poids maximum. J'avais 2-3 mérinos, tu vois, parce que ça, c'est indispensable. Et puis, c'est tout. Et il nous a dit, on va vivre la vie du Grand Nord. Et donc, tu tâches ça. Je raconte un peu. Tu tasses la neige avec tes grosses bottes. Tu fais une espèce de surface de 2 mètres par 1 mètre. Dessus, tu vas mettre 2 ou 3 pots de rennes. Parce que dans le traîneau, on a des pots de rennes. C'est des pots de rennes qui sont très étanches et très isolantes. C'est bien. Surtout, tu mets le poêle vers le haut. Après, tu t'installes. Tu te déshabilles complètement dans le duvet. Tu mets tes bottes l'une dans l'autre pour pas que la neige rentre dedans. Dans le sac du duvet, tu mets ta veste avec tes pantalons et autres. Et tu te mets dans le lit. Et normalement, tu dois pas garder de sous-vêtements parce que c'est toujours humide. Si tu en mets, ça doit être des sous-vêtements secs. Mais comme on n'avait pas beaucoup de rechange, on dormait quasiment à poil, quoi, juste avec un slip. Je te détaille. Hein. Et une fois que tu es dans ton duvet, il fait nuit, parce qu'en janvier, c'est les nuits polaires. Cet article-là, on est à la polaire tout le temps, à la frontale tout le temps. Il n'y a pas de notion du jour et de nuit. Hein. Il fait très noir, et rarement tu vois le soleil, bien sûr, mais tu vois de temps en temps de la lueur. Entre 10h du matin et 2h de l'après-midi, tu vois une lueur. Et le reste du temps, tu es à la frontale. Et tu te couches, comme avec les poules, hein, à 6h30, 7h, tu es couché. Les chiens dorment dans leur trou, et chacun avec de la neige qui se protège. Et là, au bout de 5 minutes, qu'est-ce que tu as? À ton avis, la biologie de l'homme fait que tu as envie de quoi après 5 minutes dans ton D'aller aux toilettes. Voilà. Donc et là, tu te dis, c'est pas possible. Je suis allé juste avant de me coucher, j'ai fait toute attention. Oh non. Et là, tu deviens une obsession. Tu dis, c'est pas possible. Je peux pas ne pas y aller. Mais si je dois y aller, il faut que je me réhabille. Il fait moins 35. Si tu sors nu de ton duvet à moins 35, 5 minutes, t'as même pas le temps d'aller à l'arbre. T'as des dégâts collatéraux t'as des lésions sur le pot. Donc tu te réhabilles rapidement, tu remets le pantalon, la grosse veste, les bottes. Tu t'essayes que ton duvet se remplisse pas de neige quand tu sors de ton duvet, ce qui est pas gagné. Et tu vas faire. Et là, il fait tellement froid que ça prend un certain temps parce que voilà, la nature humaine est ce qu'elle est. C'est pas mécanique complètement. Il y a un peu de chair et de tissu. T'arrives finalement à faire ton petit job, tu reviens, tu dois te redéshabiller. Entre-temps, t'as réveillé les chiens, évidemment, parce que t'as fait du bruit. Les chiens se sont mis à hurler, ils se contaminent. On avait 10 chiens chacun, donc tu fais vite le calcul. Et là, tu te remets dans ton duvet, et au lieu de te remettre, et moi je suis pas très souple, hein, je suis pas un gymnaste, au lieu de me réasseoir sur mes jambes en tailleur dans le duvet, j'y trouve que je me casse la figure en arrière dans la neige. Non. Et donc j'étais avec mon duvet trempé de neige. Donc j'ai dû ressortir du duvet, secouer le duvet. Là, j'étais quasiment nu, me remettre dedans. Enfin, donc tu t'imagines ça tous les soirs. Donc effectivement, quand je dis que j'ai vécu une semaine par moins 35, on a eu ce temps tout le temps. La 3e nuit, les chiens avaient tellement froid que le guide a dit, la nuit prochaine, on va trouver une cabane de chasseurs et on va se faire une nuit dans une cabane. Donc on avait tous les jeunes chiens, le matériel, les harnais qui sentent la mort, et nous dans une cabane de trappeurs, mais vraiment, elle faisait 2 mètres sur 2, tu vois, avec un poêle à bois. Et là, on a pu dormir. Mais c'était un goût du succès et du luxe qu'on s'est autorisé une nuit, et les 2 nuits derrière, de nouveau pot de bête.
Donc on a passé 8 jours dans le Grand Nord. J'avais les mains gelées, j'avais le visage gelé. Vraiment, j'étais très amoché. Et les chiens étaient épuisés par le froid tellement. Parce qu'un chien, ça résiste, ça dort dehors, mais moins 35, c'est très bas quand même. Tu sais, la hache, tu casses une hache en tapant sur tu coupes du bois avec une hache par moins 35, tu peux casser le métal. Hein. Ouais. Tous les matériaux résistent à une certaine température et en dessous de moins 30, moins 35, il y a très peu de métal, de fibres, de breulage, de collage qui résistent. Donc tu as beaucoup de pannes. Et dans toutes tes destinations qui sont très variées, comment les choisis-tu ? C'est quoi ? C'est le hasard de la vie ? C'est envie de changer complètement d'orientation ? Ça me rappelle la publicité pour le loto il y a 20 ans où la personne faisait tourner un globe terrestre et puis au hasard appuyait sur le globe pour savoir la destination de ses prochaines vacances. Comment tu choisis justement tes destinations ? J'ai pas peur de retourner à des endroits où j'ai déjà été. D'accord. Alors la moto, je change de destination à chaque fois que je fais un road trip. Moi je reste à des distances. Bon, j'ai fait l'Afrique du Sud, mais là j'avais loué une moto en Afrique du Sud. Hein. J'étais parti avec ma femme, j'ai pas emmené ma moto. Quand j'ai traversé l'Europe jusqu'à la frontière turque, là c'était la même moto. On est parti 3 à 2 pendant à peu près, un mois, et on campait. Là on avait décidé d'aller de là à là. On avait dressé notre carte avec mon fils. Lui il faisait son tour du monde en moto, moi je faisais une partie avec lui. Et on avait décidé d'éviter les grandes artères, éviter les grandes villes et tout. Donc, on avait choisi notre itinéraire. Donc là, on avait traversé 14 pays, dont les Balkans, qui sont vraiment un passage passionnant, très intéressant. Quand je fais de la randonnée, j'essaie de minimiser l'empreinte carbone. Donc, je ne pars plus marcher en Arizona, où ça j'ai fait. Maintenant, je fais des trucs dans les Alpes, dans les Pyrénées ou en Angleterre, là où j'habite. D'accord. Et j'aime bien les itinéraires un peu variés. Dans le Grand Nord, écoute, le Canada, le Québec, j'adore. La Colombie-Britannique, l'Alberta, j'adore. J'ai fait les Alpes, j'ai fait le Massif central, j'ai fait le plateau de Vercors. Donc, tu vois, parfois, je pars très, très loin pour vivre des expéditions polaires. Mais ce que je préfère, c'est la Laponie. Ça, c'est sûr. Donc, je reviens souvent en Laponie. Je suis allé, 5 ou 6 fois. Ouais. Et à chaque fois, j'ai un plaisir fou. Alors, c'est tellement grand, la Laponie, ça couvre la Russie, une partie de la Russie, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. C'est une région, c'est pas un État. Et c'est très varié. Moi, j'ai pas été en Laponie russe, mais j'ai fait la Laponie finlandaise et la Laponie suédoise. Et j'ai pas encore fait la Laponie norvégienne, qui est plus alpine, qui est encore plus exposée au niveau altitude. Mais bon, ça suffit. Deux vallées sont différentes, tu vois. Finalement, c'est pas tellement de prendre au hasard un pays. Moi, c'est de revivre des moments avec 2-3 personnes de valeur, avec une complicité. Et couper son bois, trouver des trous dans le lac gelé pour trouver de l'eau, quel que soit l'endroit où tu vas, c'est un moment de plaisir, de galère et de plaisir. Les deux. C'est pas grave si je traverse pas un autre continent pour aller le faire. Donc j'ai été au Groenland, et j'y retournerai peut-être jamais au Groenland, mais ça a été un mois extraordinaire avec les Inuits, à randonner sac au dos sur les névés. On y est allé au mois d'août, parce qu'en mois de janvier c'est impossible, c'est vraiment très très hostile. Mais j'ai fait des choses que je referai sans doute jamais. Parce que le monde est tellement grand. Donc c'est très ambigu ce que je dis, parce que parfois je retourne 3-4 fois de suite dans une même vallée en Finlande, et puis j'y retournerai peut-être jamais 2 fois au Groenland. Je suis un être ambigu, Hugues. Très ambigu. Et pourquoi le Kenya ? Parce que t'as gravi le mont Kenya, je crois, plus de 5000 mètres d'altitude. C'est ça, hein ? Oui. Pourquoi le Kenya ? C'est un couple d'amis que j'aime beaucoup, donc je fais avec Eric beaucoup de motos et de randonnées, et qui m'a dit un jour, tiens, avec mon frère, ils sont tous les deux très fit, marathoniens et tout, on va faire le Mont Kenya, est-ce que ça te dirait de nous accompagner ? Je dis, bien sûr. Donc on avait 6 mois d'entraînement, c'était pas une initiative que j'ai pris moi, j'ai rejoint un couple de frères, et puis après, on est parti... On a pris les services d'un guide sur place. Tu peux pas faire le Mont Kenya si t'es pas. Mais ça, c'était pas moi qui avais décidé cet expé. Il y avait le choix de faire le Mont Kenya ou le Kilimandjaro. Et l'année d'après, le même groupe est parti pour faire le Kilimandjaro. Et moi, je ne pouvais pas parce que j'avais un projet professionnel qui m'a empêché de prendre 15 jours. Et donc, je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais bon, voilà, on repartira faire d'autres aventures. Mais le Mont Kenya, c'était un peu... C'est le 2e sommet d'Afrique, qui est complètement inconnu, qui n'est pas du tout équipé, qui est beaucoup plus alpin. Mais alors, par contre, j'ai rencontré à Doha, j'étais en séminaire là-bas, le ministre du tourisme kenyan.
Donc, la coïncidence, 6 mois avant de partir faire le Mont Kenya, dans mon cadre de mon job, je fais une mission au Qatar. Et là, il y avait plein de gens du monde entier, dont l'équipe et le ministre du Tourisme qui m'a dit « Ah, ben si vous venez au Kenya, il faut absolument que vous venez me voir. Mon bureau est à Nairobi, voilà ma carte, voilà la carte de mon assistant. » Type adorable. Et donc, j'ai rencontré la dernière journée au Kenya, après avoir fait l'expédition, le ministre du Tourisme kényan, pour lui faire part de mes observations, mes conseils. Et pour ça, j'étais plutôt plein d'idées. Et après, il m'a dit, ça m'intéresse beaucoup, faites-moi une proposition. J'ai fait une proposition de partenariat avec les guides de Chamonix pour que leur bureau des guides soit formé avec une vraie méthode de formation à la technique alpine et technique de sécurité de ce premier secours. Et puis qu'on leur donne un uniforme avec du vrai matos, qu'ils n'avaient pas. Enfin, j'avais plein d'idées de rénover les refuges. J'ai une demi-douzaine de refuges sur le Mont Kenya qui sont dans un état mais pitoyable, qu'on pouvait assez facilement améliorer. J'avais envie qu'il ait un badge avec une identité, avec une couleur visuelle pour l'uniforme des guides, des porteurs. Enfin, c'était tout simple. Et j'ai envoyé ma proposition et malheureusement, ils ont remanié le gouvernement au Kenya pour la énième fois. Et le ministre, il a été bouffé par les crocodiles. D'accord. Et donc, j'ai plus de son, plus d'image, pas de mission. Ouais. Et donc, gravir le Mont Kenya à plus de 5000 mètres d'altitude, c'est quoi le point sensible? C'est quoi? C'est l'oxygène? Tu parlais du froid tout à l'heure, mais là, c'est aussi le froid? Non, en haut du Mont Kenya, on peut avoir des températures négatives. Nous, on l'a fait donc en janvier, qui est l'été là-bas, parce qu'on est au sud de l'équateur. L'équateur. Ouais. Donc, on n'est pas très loin de l'équateur, mais enfin, on est passé au sud, donc les saisons s'inversent. Donc, on a fait ça en janvier. On est parti le premier jour, le 1er janvier. Et il faisait pas froid du tout. Le dernier refuge était à 4200. Et là, on est effectivement monté pour l'ascension finale, où on a à peu près 900 mètres de dénivelé. On est parti à 2h du matin. Et c'est vrai que là, il faisait froid. Il faisait peut-être -5, -6. Et au sommet, l'isotherme était à 4005. Donc, il faisait en dessous de 0 à 4005. Donc, à 5002, 5100, il fait en dessous de 0. Mais bon, on est monté. Il était 9h du matin, comme 8h30 quand on est arrivé en haut. Il y a à peu près 6 heures de montée. Moi, j'étais en short parce que malheureusement, le guide et les porteurs portent nos affaires. C'est pour ça qu'on a des porteurs. C'est pour créer de l'emploi local. Mais donc, t'as pas toi tes propres sacs. T'as un sac une journée et ton sac de montagne, il est mis dans des gros portages. Et j'avais donc toutes mes affaires de haute montagne, à part mes Vibram que j'avais sous les pieds et ma frontale. Tout le reste, j'avais dans le sac. Et il se trouve que la dernière nuit, le guide a fait descendre son porteur au camp d'en bas parce que le mec était malade de l'altitude. Alors que c'est un Kényan. Il avait peut-être un problème digestif, j'en sais rien, il est parti. Et il est descendu avec son gros sac dans lequel il y avait ma veste de montagne, mes grandes montagnes, mon pantalon de montagne, tout le matos. Donc je me suis retrouvé à 2h du matin à chercher, le mec était plus là. Et j'avais deux options, soit je regarde les autres partir à 2h du matin et je vois le conduit des frontales s'en aller dans la montagne, jusqu'à ce que je les vois plus. Soit j'y vais en short. Mais j'avais pas non plus de veste de montagne. J'avais une doudoune Décathlon à 39 €, tu vois. J'avais un col roulé en laine, une doudoune, un petit bonnet de refuge, et j'avais juste mes grosses chaussures, que j'avais qu'une seule paire, et mes grosses chaussettes. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais monter. Et on est parti, et à la frontale, il fait nuit, 2h du matin, avec un bol de thé et 2 petits gâteaux secs, vraiment pas le genre de nourriture que j'ai l'habitude de prendre avant de faire de l'effort. Donc, après 2 heures de marche à la frontale, je commençais à avoir faim, tu vois. J'avais soif, j'avais froid. J'étais un petit peu désorienté. Je savais pas si c'était l'altitude ou l'hypoglycémie. Tout ça, ça combine ensemble. Tu sais, c'est rarement l'un ou l'autre. C'est un mix compliqué. Et les gens qui disent qu'ils ont pas le mal de l'altitude, on l'a tous. Hein. Tous les corps humains qui vivent au niveau de la mer comme moi, on est sensible à l'altitude. C'est pas vrai qu'on n'a pas. Par contre, il y en a qui résistent plus ou moins bien, ou qui sentent pas les signaux faibles. Et moi, j'avais à la fois soif, j'avais froid, parce que la tenue n'était pas adaptée, j'avais faim, donc j'étais en hypoglycémie, en hypocalorie, en déficit hydrique, et le mal de l'altitude, sans doute, devait aider là-dessus. Et tout d'un coup, je ne savais plus où j'étais, mais je marchais avec mes bâtons, derrière le guide, j'étais en première position, et Eric et son frère derrière, et je commençais à marcher comme si j'étais bourré. Ouais. Le guide s'en rend pas compte, mais Eric me dit, Christian, mais qu'est-ce qui va pas, Christian? Il m'arrête. Christian, t'es pas bien? Je dis, non, je sais pas ce qui se passe. Assieds-toi. Moi, je suis compétitif, donc je vais pas me laisser abandonner-moi, je meurs ici. Tu vois, non, je dis, non. Et, Christian, t'as vas pas, quoi. Ça se voit, t'es blanc, à la frontale, j'étais pas beau du tout à regarder. Je tremblais un peu, donc on m'a filé 2 barres de chocolat. On m'a fait boire un peu de thé. Comme j'avais perdu ma capacité d'action
parce que j'étais pas bien, je ne prenais plus les bonnes décisions. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais, complètement. Ouais. Les mecs, ils sont capables de t'expliquer quand ils sont en bon état, mais bien sûr, quand t'as soif, tu bois, quand t'as faim, tu bouffes. Non, mais quand t'es pas bien, tu perds ton discernement. C'est ça. Tu perds ta capacité de décision. Et donc, heureusement qu'Éric et son frère Alexis m'ont dit, mais attends, on a des barres de chocolat, on va t'en donner une chacun. Bon. Et ça a pris un quart d'heure, ça m'a reboosté. Et le choc calorique m'a aidé, j'ai bu. Et puis bon, comme j'étais en bonne condition physique, j'ai pu repartir et je suis terminé les 700 mètres qui restaient. Et en haut, il y a une voie ferrata qui nous permet de monter au sommet parce que c'est un peu alpin, c'est un peu exposé. On n'a pas de baudrier avec des mousquetons, mais on se tient quand même au câble. Et je suis monté, mais comme un cabri, tu vois. Donc il y a définitivement, j'ai eu un moment de passage au vide. Voilà. Et je pense que toute personne raisonnable doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on peut être pas bien à cause de l'attitude. Voilà. D'où l'importance de ne jamais partir seul et d'être toujours accompagné pour avoir justement cette lucidité à côté qui permet de dire attends, mon collègue, ça va pas là, il faut s'arrêter. Exactement. Ouais, et de regarder, et ça tu as raison, de regarder l'autre. Ouais. D'avoir cette espèce, alors c'est un joli mot, l'empathie mutuelle, bon, c'est pas ça, hein. Là, on partage un risque. Si toi, tu tombes, je sais pas si je peux te porter, plus mon sac, plus son... Ouais. Là, moi, dans les Pyrénées, je suis descendu d'un sommet avec ma femme, et là, il y avait un groupe d'ados qui était arrêté dans une bergerie avec un mec blessé. Alors, il était tombé dans un pierrier, il n'était pas équipé, il n'avait pas de casque, il s'était blessé le front, le coude, les genoux. Il était sonné, un mec de 16-17 ans. Tu vois, un ado tout mince, tout grand, qui était gelé. Bon. Et là, le berger de la cabane de berger me dit, mais moi, je sais pas quoi faire. Moi, je suis pas infirmier, je suis pas équipé, le mec il saigne, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors moi, j'avais du matos de premier secours, donc j'ai fait un pansement, je lui ai mis un bandage sur le front, et puis la journée avançait, il était 3-4 heures, j'ai dit, mais on va pas vous laisser là, t'as pas de duvet, t'as rien, tu vas pas dormir dans une cabane de berger à 2500 mètres du... Donc j'ai dit, mais tu sais quoi? Je vais mettre ton sac à dos devant, mon sac à dos tout derrière, et tu vas te mettre sur mes épaules. Donc il devait peser, je sais pas, 65-67 kilos. Je l'ai chargé comme ça et je suis descendu de la bergerie où j'ai récupéré le gamin. C'était les enfants de la DAS qui faisaient un camp et donc ils n'avaient pas de parents qui les attendaient en bas par la définition, mais il y avait des animateurs qui auraient dû être là, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et quand je suis descendu, au bout de 2 heures, j'ai croisé les animateurs qui remontaient en disant « mais on n'a pas de nouvelles de groupe de jeunes, on va venir les chercher ». Je leur ai dit « vous n'auriez jamais dû les laisser sans vous ». Enfin bon. Donc j'ai descendu le gamin jusqu'à la camionnette, il était hospitalisé et tout. Et je me suis dit, porter quelqu'un j'ai dû le porter 3 heures sur mes épaules. 60 kilos. Wow. J'avais donc son sac à dos, mon sac derrière et l'ado. Et je l'arrêtais assez souvent, je le faisais descendre, je l'asseyais, je reprenais des forces et je le rechargeais. Parce que tu peux pas le porter au bras comme ça, tu es obligé de le porter sur tes épaules, parce que sinon, tu t'épuises. Et ma femme était aussi avec son sac à dos, on faisait un GR. On est descendu très lentement, mais on a fait Et le lendemain, j'étais voir le gamin à l'hôpital de Laurent, dans la vallée d'Ascq, et il avait été opéré du coude, il avait un coude cassé, mais le reste, c'était des blessures faciles, il était un peu sonné, il s'est pas souvenu du tout de ce qui s'était passé, tu vois. Il s'est pas souvenu du tout, il s'est réveillé à l'hôpital, ils l'ont sans doute un peu soigné, un peu calmé, et le lendemain matin, il était, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai un bandage sur le front, j'ai un plâtre sur le coude... Et je lui ai raconté, il m'a dit, mais je me souviens de rien. Rien, monsieur. Vous m'avez porté, je n'ai aucun souvenir. Le cerveau se met sur off, alors qu'il était conscient quand tu descendais. Il te parlait? Ouais. C'est fou, ça. J'ai essayé, ma femme lui parlait en marchant. Mais tu vois, je me dis, si moi, un jour, je tombe, personne ne me portera. Je suis 1,5 fois le poids de ce gamin, tu vois. Personne ne me portera, donc on me laissera bouffer par les corbeaux. Donc, il faut vraiment pas partir seul, si tu peux éviter, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, on gère pas forcément toutes les situations et le fait d'être au moins 2 permet effectivement de gérer tout ce qu'on est en train de se dire. L'idéal, c'est 3 parce que tu peux tirer un brancard à 3. Tu peux avoir un mec sur un brancard et un mec devant, un mec derrière. Tu vois, si c'est une règle de sécurité en montagne. À 3, tu peux faire avec des bâtons de marche, tu peux faire un semi-brancard et porter le mec. Ouais. À 2, tu peux pas. À 2, tu peux le soutenir, tu peux l'aider, mais tu peux pas faire grand-chose physiquement. Et puis alors à 4, bien sûr c'est mieux, mais alors à 4 tu multiplies les risques parce que tu peux avoir plusieurs accidentés. Oui, c'est ça, ouais. Y a une question que je pose toujours à mes invités. Est-ce qu'il y a un objet qui pour toi est le plus révélateur en santé-sécurité? Moi c'est le couteau. Le couteau suisse? Moi le couteau suisse je trouve pas très pratique, mais un bon poignard de chasse,
Tu fais ce que tu veux avec ça. Tu tailles du bois, tu tailles une corde, tu tailles de la bouffe. Moi, j'ai toujours une passion pour les couteaux. Pour des tas de raisons, j'en ai plein. Alors, le couteau suisse, il est mignon sur le papier, mais bon, je trouve qu'il est... Ouais. Mais effectivement, tu peux avoir un outil multi-activité comme ce qu'on appelle le Leatherman, là, qui est une espèce d'outil multi-outil, quoi. Tu as une bonne lame, une bonne pince. Moi, j'ai toujours ça à la ceinture, et j'ai un poignard de chasse. Alors, en Europe, tu es toujours un peu... Mais dans les pays, dans les latitudes où je vais faire des raids, personne ne te pose une question. Les mecs, ils ont au moins 2 poignards à la ceinture. Tu vois, les Lapons, ils ont une très grande lame et une petite lame. Ils ont 2 poignards à gauche ou à droite, quoi. Et ils se servent de ça pour tout. Donc, c'est pour moi un outil. Alors, jamais j'ai à me défendre, mais déjà, si tu dois te défendre, une lame, ça peut te permettre de te défendre d'un animal. Ouais, c'est ça, d'un animal. C'est psychologique. Ouais. Tu peux t'en servir pour plein de trucs. Ouais. Tu peux fendre du bois, tu peux fendre de la glace, tu peux... Et l'autre truc, c'est un briquet à essence qui marche par toutes les températures. Moi, j'ai toujours une espèce de zippo dans la poche de ma veste. J'ai une boîte d'allumettes aussi dans une espèce de sac étanche avec... c'est marrant, j'ai plein de petits objets comme ça, fétiches. Mais c'est vrai que le poignard, le couteau, c'est quelque chose pour moi. Et puis, 20 mètres de cordelette de parachute en nylon, là. Increvable. Tu fais tout ce que tu veux avec ça. Tu peux sortir d'une chute en faisant des espèces d'échelles de corde. Tu peux tout faire avec ça. Tu peux faire un breulage. Tu peux te faire une attelle avec des bouts de bois pour une jambe que tu as blessée. La cordelette, 20 mètres. Et ça prend pas de place du tout. Non, c'est ça. C'est léger, ça prend pas de place. Et comme ça rien. Et ça te permet de sortir de pas mal de situations, quelquefois. Ah bah oui, bien sûr. Ah non, mais ça, je n'ai que des exemples où ça m'a servi, quoi. Alors, tu nous as donné déjà plein d'exemples. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une anecdote plus particulière qui t'a marqué dans toutes ces expéditions-là ? Oui, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est la vie vraiment des gens qui vivent là-bas, dans ces latitudes. Je vais parler du Grand Nord. Les gens qui vivent de ces latitudes et de leur activité. C'est des éleveurs de rennes, qu'on appelle les Samis, qui aujourd'hui sont tous en motoneige de 800 chevaux, et qui vont vérifier si leurs troupeaux de rennes ne se sont pas égarés. Mais les troupeaux de rennes, c'est des animaux semi-domestiqués, mais tu les vois jamais. Toi, en tant que randonneur en traîneau, quand tu les vois, tu vois des traces, mais ils t'évitent. Ils sont pas fous, ils n'ont pas envie de rencontrer des chiens et autres. Mais le Sami ou le guide, ou le musher, on appelle le musher, c'est des gens extraordinaires. Ils ont une capacité de résistance et de résilience que beaucoup de chefs d'état-major du CAC 40 devraient regarder, quoi. C'est pour ça que j'aime ces gens-là. Ils n'ont pas la culture générale que toi, tu penses être la tienne, mais ils savent lire la nature, ils savent lire les saisons, ils savent lire l'eau, ils savent lire le vent, ils savent lire l'arbre, la mousse, ils savent te parler des esprits, parce que dans ces pays-là, tu as énormément de traditions orales, d'esprits. Tu vas en Finlande, ils ont des esprits, ils ont la magie des Finlandais, ils se racontent des histoires avec des êtres magiques, des esprits... qui apparaissent, et ils ont des tonnes de témoignages où ils ont vécu des choses, mais c'est pas possible, mais s'ils l'ont vécu, alors est-ce que après c'est, tu sais, un peu romancé, l'histoire, un peu romancé, le storytelling autour du feu, mais ce que j'aime, c'est ces gens qui te prennent le monde complètement à l'orthogonale de toi, et qui te disent, ben voilà, on vous voit comme ça, les citadins, vous venez faire une semaine ou 2 d'expédition, donc vous venez dans notre monde. Mais nous, si on allait passer 15 jours à Londres ou 15 jours à New York, vous nous verriez arriver comme vous, quoi. Donc, on n'est pas du même monde. Et in fine, ils souffrent des mêmes problèmes, des problèmes d'amour, des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Mais la façon dont ils gèrent leur crise n'est pas la même. Et moi, je me nourris de la sagesse de ces gens. Je pense à Fabien, en l'occurrence, qui est le musher que j'aime beaucoup, avec qui je reparle en janvier. Pas ce janvier-là, mais le janvier 2025. Parce que j'ai toujours une expé en préparation. Comme je peux. C'est pour moi un guide de motivation d'avoir un truc qui... C'est comme quand tu prépares un road trip en moto, dans 3 mois tu pars, mais tu passes ton temps à le préparer, à vérifier si tu as les outils, ça te maintient. C'est comme un gamin qui va bientôt skier et qui barre ses journées sur son agenda, tu vois, comme on le faisait. Donc, la sagesse, le petit message, la petite anecdote, c'est rentre en relation avec ces gens-là, si tu peux. Parce qu'ils ont un mode de voir le monde qui est tout à fait différent du tien. Ils ont une façon de gérer leurs émotions qui est radicalement différente du tien. Et pourtant, ils ont des joies, ils ont des peines, ils ont des frustrations, ils ont des désirs, ils ont des besoins. Ils ont la même qualité ou difficulté de vie, mais ça s'exprime différemment. Ils sont capables de réparer n'importe quoi.
ils ont des vieux camions qu'ils ont depuis 20 ans, qui ont 1 million de kilomètres sur la glace, ils les réparent à gants nus. Toi, tu sais même pas réparer ton frein de vélo quand il fait 20 degrés, tu vois. Tu dis, non, on n'est pas du même monde. Par contre, ils sauraient peut-être pas faire un virement sur Revolut en ligne. Ils n'ont pas besoin. Donc, on a tous notre capacité de survivre dans un environnement. Mais quand tu rentres dans le leur, tu te rends compte que tu es une victime immédiate, quoi. Tu es une target pour les risques. C'est ça. Et on est tous victimes d'un environnement qu'on ne maîtrise pas, en fait. Ah, exactement. Et nos réflexes, nos façons de lire les choses, de voir les choses, d'analyser, est très piloté et pollué par notre monde de vie, notre mode de vie. Tu vois. Oui, et quand tu te retrouves seul autour d'une bougie, dans un refuge où tout est cassé, où il y a de l'air qui passe entre toutes les planches et que tu as une conversation sur le but de la vie humaine avec ton guide, mais ce moment-là, il est unique. Il est unique. J'imagine, ouais. Et j'ai pourtant une vie sociale remplie, je vois beaucoup de gens, j'aime les gens, tu dois t'en rendre compte. Ouais. Et parfois, je me dis, mais pourquoi on n'a plus ces conversations, les réelles conversations ? On est tellement caché par nos, qu'en dira-t-on, par notre image sociale. On ne peut pas montrer qu'on est comme ça, parce que si on montre qu'on est faible, on va être catégorisé dans notre milieu. Mais va dans le grand bois, ce qu'on appelle le bois, va dans le bois québécois, comme on l'a vu, et assis-toi autour d'un feu avec un Québécois, et un gars du coin, un gars qui vit du bois, ou des chiens, ou de la randonnée, ou de la peau de phoque et autres, mais ils ont une capacité d'être philosophes. Voilà. Moi, j'aime bien ça. C'est des anecdotes, c'est rencontrer, tu vois, croiser la route de quelqu'un que je ne verrai jamais dans mon monde. Donc, c'est très intéressant de voir que tu rentres dans le monde de quelqu'un qui est pas du tout dans ton monde. Toi, tu viens avec tes codes, tes habitudes, dans ton monde hyper édulcoré, climatisé, et tu te rends compte que finalement, tu as des gens de grande valeur. Et dans le monde social, je rencontre plein de gens, mais je suis triste de ne plus avoir ces conversations où on rentre vraiment au fond des choses avec les gens parce qu'il y a le candidaton, l'image sociale et tout. Voilà, donc quand on peut faire des rencontres, ce que je cherche essentiellement à faire, je vais vraiment poser des questions et je passe des heures avec ce guide. Tu vois, à chaque fois, il me remercie. L'autre fois, ils m'ont fait un poignard de chasse parce que j'étais le seul avec lequel il avait passé autant d'heures le soir à la bougie, autour du poêle à bois. Ouais. Il m'a dit, mais les gens s'en foutent, ils viennent faire du traîneau et ils viennent faire de la montagne, mais en vrai, ils ne rentrent pas dans mon monde. Faut arriver à reformater le disque dur, en fait, c'est ça. On est formaté dans notre vie aujourd'hui, plutôt civilisé et confortable, et de partir dans des milieux comme ça complètement hostiles et auxquels on n'est pas du tout habitué, fait que effectivement, il faut arriver à se nourrir de leur retour d'expérience et puis, comme tu dis, de la philosophie de vie, de l'échange, et c'est là que c'est vraiment bénéfique. Faut arriver à ça. Et tu vois, quand il a par exemple un chenil avec une centaine de chiens, il fait pas travailler ses 100 chiens au même moment. Il y a des jeunes, des vieux, des blessés. Bon, mais il en a une quarantaine qui fait travailler. Il les connaît par cœur. Ouais. Mais moi, est-ce que quand j'avais des milliers de personnes à manager, est-ce que j'avais le quart de la connaissance de mes équipes que lui, il a de ses chiens? Non. Pourtant, la communication avec le chien est essentiellement non verbale. C'est sûr. Mais cette complicité, cette reconnaissance, cette sensibilité, il sait que ce chien-là, c'est pas le moment de l'atteler. Ou alors, si on l'attelle, on le met au deuxième niveau parce qu'il a pas le mental cette semaine-ci, il est pas bien. Ou cette chienne, c'est pas le moment pour des raisons physiologiques de l'atteler. Bon, il connaît ça par cœur. Il voit tout de suite si le chien boite de l'intérieur. Tiens, il y a peut-être une petite blessure. T'as parfois des gens qui boitent de la vie, qui bossent pour toi, tu le vois même pas. C'est en fait, aujourd'hui, en entreprise, on va parler d'empathie. C'est le manager empathique, c'est justement ce manager-là qui va ressentir des difficultés chez quelqu'un, chez une personne de son équipe. Et c'est ça, en fait, c'est l'empathie de l'autre, que ce soit un chien ou une personne. Oui. Mais on a déformé le sens de l'empathie. Le sens de l'empathie, on a vu ça comme une bonne façon d'agir pour être bien vu par son prochain. Non. C'est une capacité de management, l'empathie. Ça fait partie des outils au service du patron. Quand tu es chef d'une équipe, tu dois être équipé de vision, de communication, de capacité de décision, de capacité de non-décision, d'empathie. C'est un outil au service de la boîte à outils. C'est devenu un mot, c'est comme la diversité, c'est comme l'ESG, on en parle, mais c'est du jargon qu'on a marketé. Mais la réalité derrière tous ces mots est très différente. Tu vois, aujourd'hui, tu as des boîtes du CAC 40 qui te font des magnifiques rapports d'activité en papier glacé, certifiés ESG compliant. Mais ils ne feraient pas en papier glacé, ils ne feraient pas en papier tout court, ils seraient encore plus
ESG compliant. Ils auraient encore plus respecté l'environnement. Ils t'expliquent qu'ils ont des droits à polluer et leurs tours à la Défense sont allumés tout le week-end. Ils seraient capables de continuer à avoir des droits à polluer, mais d'éteindre leur tour à la Défense. Il y a des moments où ces jargons-là sont devenus marketing et on ne sait plus le sens de derrière. Et c'est vrai que dans cette attitude-là, tu n'as pas de marketing. Les gens sont vraiment eux-mêmes. Ils sont nature, ils sont vrais. Ils peuvent pas trop se cacher derrière grand-chose. Non, c'est clair. Moi, j'ai fait un peu de bateau, de voile, parce que je suis breton, donc je suis parti quelquefois plusieurs semaines, 5-6 semaines en bateau à voile. On était 4 ou 5 sur le bateau. C'est vrai qu'on se connaît tous, après, quand on part d'une expédition en plusieurs semaines à 4 ou 5 sur un bateau qui fait 12 mètres de long, on est tous les uns sur les autres. C'est sûr que là, la proximité, elle est réelle, quoi. Et on connaît, et là, on a vraiment, effectivement, des réactions et on ressent des choses chez les gens qu'on n'aurait jamais ressenti si on était allé à l'hôtel, en camping ou autre, parce qu'il n'y avait pas, justement, cette proximité forte. Tu as dû vivre ça plusieurs fois sur un petit bateau dans le carré, si tu as une cabine. Les quelques premières minutes révèlent les réelles personnalités des gens. C'est clair, tu vois. Exactement, tout à fait. Quand il y a un travail collectif à faire, tu as ceux qui se débrouillent toujours pour pas être là au moment où on a besoin d'un volontaire. Tout de suite, ça se voit. Tu vois, alors que dans la vie sociale, quand tu rencontres des gens par la vie normale, tu joues aux cartes. Pour ceux qui jouent aux cartes, tu joues au bridge, tu joues au golf. Tu rencontres pas les vraies personnes. Tu vois leur enveloppe. Ils ont essayé de bien développer. Exactement. Là, tu es dans un bateau, tu es dans un refuge, et il faut aller chercher de l'eau à la rivière, ou il faut aller changer ou prendre un riz dans la grand voile. C'est ça. Il pleut, il fait froid, il y a du vent, et on est malade. T'as ceux qui sont prêts à le faire pour le groupe et puis ceux qui se disent non, moi j'ai piscine, quoi. C'est ça. Tout de suite ça se voit. Tout à fait. Et je pense que c'est pareil pour nous, on nous voit aussi sous notre vrai visage, donc c'est pas que nous qui voyons les autres, on est vu par les autres, donc faut être très vigilant. Et ta prochaine destination, à part janvier 2025, t'en as une avant ou c'est vraiment la prochaine? Là j'ai une opération importante de la hanche en février qui fait que tout mon entraînement physique est un peu conditionné par la prothèse qu'on va me fixer, parce qu'à force d'avoir fait quand même pas mal de sport et que je suis un grand gabarit, j'ai un peu fatigué mes cartilages, on va dire. Donc depuis 1 an, je sais que je vais avoir une prothèse, et donc je suis opéré le 14 février, pour tout savoir, le jour de la Saint-Valentin. Et ça va changer ma vie parce que je vais retrouver sans doute une démarche. Alors il y a une rééducation qui va se... Donc pour l'instant, mon grand projet, c'est de faire une rééducation rapide, mais bien méthodique de ma hanche pour pouvoir retrouver toute ma mobilité. Mais sinon, j'ai un road trip en moto. J'aimerais faire de nouveau la route des Alpes avec ma tante. J'adore partir. Et là, je suis parti seul plusieurs fois en moto, faire des road trips. J'ai fait toute la région que je te conseille à faire si tu y as l'occasion. C'est de faire tout ce qui est Auvergne, Massif Central, Cantal. Ah oui, on me l'a conseillé déjà. Tu peux passer 8 jours en moto, tu dors dans des tout petits villages où tu mets ta tente, tu es juste à un robinet d'eau froide, et éventuellement, si tu as de la chance, une petite douche d'eau froide. Mais moi, j'adore ça, et je suis seul. J'ai mon petit barbecue, j'ai ma petite quantité de bouffe pour la journée. Je me fais mon itinéraire, j'essaie d'éviter toutes les routes départementales gênantes. Je fais que des chemins ou des routes, et je fais les cols, je monte, je redescends, je remonte. Et puis après, le soir, j'installe mon camp. Je suis devant la nature, je fais mon petit feu, je fais ma petite cafetière pour le petit déjeuner, j'ai ma petite gamelle pour faire cuire ma soupe et éventuellement mon steak. J'ai un mini barbecue pliable qui rentre dans la sacoche moto comme une carte routière. Et j'adore ça, donc je sais que les motards, quand je raconte ça, ils disent oh, arrête, ça donne envie, mais pour moi, c'est ça le road trip en moto. On retouche la nature. On retouche la nature. C'est pas de faire Paris-Nantes en 3 heures sur l'autoroute. Non, aucun intérêt. Alors, aucun. Quelle est ta plus grande satisfaction de toutes ces aventures? Je pense que c'est d'abord, j'aime bien give back en anglais. J'aime bien raconter, transmettre. Oui, ça s'entend. Et c'est vrai que ça s'entend. Quand je racontais ma vie professionnelle, les gens s'en foutent, quoi. Honnêtement, t'as une belle ou pas une belle plus professionnelle. Comme chacun, de toute façon, dans une espèce de jeu d'images et de miroirs, tu racontes tes expériences, tout le monde s'en fout. À moins qu'il vraiment, Christian, raconte-moi ta vie professionnelle. Par contre, quand je raconte mes voyages, mes expés où il m'est arrivé que des galères, comme je suis pas un héros, t'as fini par le comprendre, les gens, ils adorent, parce qu'ils se disent, mais moi, je vais pouvoir faire pareil. Parce que si Christian n'est pas un héros, il fait tout ça, moi, je suis pas un héros, et je suis même moins avec lui, je vais y arriver, tu vois. Donc, je donne envie aux gens. Et quand je vois qu'ils ont envie de faire des trucs, et que le nombre de gens me dit, on voudrait partir avec toi, est-ce que tu emmènes des gens comme nous? Je suis content, parce que là, j'ai convaincu quelqu'un de sortir de sa zone de confort,
Et là, je me suis présenté avec mon vrai visage, tu vois. Donc, ma satisfaction, c'est de donner, partager et partager. Partager, c'est ça. Et ta plus grande frustration ou ton plus grand souhait? Ah ben non, ma frustration, c'est d'avoir des vrais amis qui veulent pas partir avec moi. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Et j'ai un groupe de copains qui sont vraiment des bons potes, en particulier un qui est un très très bon copain depuis très longtemps. Il veut pas partir dans le Grand Nord, il veut pas faire de la moto. Et pourtant, il est parfaitement capable, mais non, ça ne le tente pas. Il veut bien aller faire la Vallée Blanche, il veut bien descendre du pic du Midi à ski, parce que c'est un très très bon skieur, mais il veut pas. Donc j'ai toujours essayé. Je suis non, ça me dit pas. Donc c'est quoi, c'est sortir de sa zone de confort qu'il non, c'est pas quelqu'un qui c'est qu'il est pas appelé par le froid. Voilà. Ah oui. Et pourtant il fait du ski. Oui, il fait du ski, mais quand il fait du ski, il dort à l'hôtel le soir ou dans un chalet. Et il part pas avec. Alors, je vais pas parler de ce garçon sans qu'il soit présent, mais non, il est pas convaincu que ça va lui plaire. Et j'ai eu plusieurs tentatives comme ça d'avoir envie d'emmener des gens, et puis dans leur regard, je vois qu'ils sont pas motivés. T'insistes pas. T'insistes pas. Ah oui, mais ça me fait de la peine. J'ai l'impression d'être rejeté, tu vois, d'être abandonné. C'est ça, c'est ta frustration, comme tu disais. Et comment t'envisages ta retraite dans quelques années? En voyage? Moi, j'aime bien. Je sais pas si c'est le voyage ou le mot, ou si c'est partir. L'aventure. L'aventure. Je continuerai tant que ma santé me le permet de faire de la moto, de faire de la randonnée, de faire du traîneau, de faire de la marche en montagne. J'essaierai. Alors là, j'ai un projet, c'est de descendre en canoë indien à grand fleuve français et de camper sur le bord de la Loire. En l'occurrence, il s'agit de la Loire. Et là, j'ai un pote avec qui je prévois de faire ça. Parce qu'il a un canoë indien chez lui, donc c'est facile, et il habite sur le bord de la Loire. Donc il y a deux bonnes raisons de le faire. Il faut juste qu'on prenne 5 jours et qu'on décide au printemps de partir. Donc ça, c'est des petits projets comme ça. Ma retraite, c'est un mix de bénévolat auprès d'associations de jeunes en difficulté que je fais depuis une demi-douzaine d'années, ici à Londres, qui me prend beaucoup d'énergie et que j'adore. Transmettre à des jeunes en difficulté qu'il n'y a pas que le trafic de drogue qui sera leur avenir. Ça, c'est une partie de ma vie, c'est le bénévolat. J'en ai pas parlé depuis tout à l'heure parce que c'était pas le thème, mais c'est une partie de ma vie. 2, c'est le conseil aux dirigeants que j'adore. Et en vieillissant, je trouve que je suis pas plus mauvais, au contraire, je suis même moins mauvais. Et c'est cette activité d'outdoor, d'aventure. Si je peux cumuler les trois en ayant une vie entre la France et l'Angleterre, que les deux pays que j'adore, je serai un homme heureux, et ma femme et moi, on sera des couples heureux. Tu vois, on a des grands enfants, on est en phase. Mais on n'est pas fusionnel, surtout, on est parti avec une de mes enfants faire un road trip en Italie. Moi, je suis à Londres, parce que voilà, j'avais du boulot. Mais il faut savoir faire des trucs ensemble et des trucs séparément. C'est une des recettes de la longévité d'un couple. Mais bon, c'est pas le sujet de ton podcast. C'est sûr, mais c'est vrai. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient suivre plus en détail toutes tes aventures, je précise que tu as aussi un podcast qui se nomme Aventure Business, si tu veux en dire plus. Oui, c'est gentil. Hein. Il y a qui s'appelle Aventure Business, qui est hebdomadaire, où je raconte par épisode, chaque expédition, entre 6 et 7 épisodes, avec une conclusion et souvent un bonus, comment ça s'est passé, de la phase de préparation à la phase de conclusion. Et là, je raconte toutes mes galères, toutes mes aventures, un peu comme le même style de narratif que j'ai eu toujours aujourd'hui avec toi, Hugues, mais je le fais tout seul, je m'interviewe tout seul. J'en lance un programme sur la relation entre les ados et les parents, sujet difficile pour l'avenir des jeunes, qu'on est en train de monter, là, qu'on va enregistrer les derniers épisodes début janvier et qui va être disponible sur Aventure Business également. Donc, c'est un podcast sans prétention que je fais avec les moyens du bord, avec l'aide de Gaël, que tu connais, Gaël et Marc, qui est mon producteur, parce que moi, j'ai pas comme toi le savoir-faire et les outils, et puis j'ai pas le temps. Mais c'est un podcast qui répond à la curiosité des gens, et je vois dans le courrier des lecteurs, sur LinkedIn, sur Christian Malissard, vous pouvez m'envoyer des messages en messagerie privée. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est quand votre prochain podcast, c'est quand votre prochaine... Donc là, j'ai fait la traversée de l'Afrique du Sud en moto, j'ai fait la traversée des Balkans en moto, j'ai raconté mes galères. Et puis, le dernier que j'ai enregistré, c'était le Mont Kenya, justement. Ouais. Donc là, si vous allez sur Aventure Business, vous allez trouver tous les épisodes récents du Mont Kenya. Mais oui, j'ai une quarantaine d'épisodes déjà. Et puis, j'ai Smart Conversation sur des situations de management qui a été très actif cette année, puisqu'on a fait une 30aine d'épisodes avec ma copine Élodie en binôme. Voilà. Donc oui, merci. Mais de rien, c'est normal. De m'avoir permis.
Eh bien écoute Christian, l'échange pour moi il a été passionnant. On arrive au terme justement de cette interview. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, plein de multitude de nouvelles aventures, de futures aventures. Écoute, et hâte peut-être de rééchanger avec toi sur tous tes retours d'expérience très riches. Merci. Et puis surtout, si tu as l'occasion un jour d'avoir une opportunité de nous faire intervenir tous les deux devant un panel, de jeunes, de moins jeunes, de professionnels, moi je serais ravi parce que je sais que ce que tu fais autour de la sécurité est très apprécié et manifestement tu rayonnes de cette approche et c'est gentil. Merci. Merci. Voilà. Écoute, avis partagé également. Bonne journée à toi Christian. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Nous arrivons au terme de cette interview, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez ne rien rater de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton de vos applications. Laissez-moi également un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre application de podcast, c'est toujours super sympa. Enfin, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'œil sécurité et en quoi il est essentiel dans notre vie de tous les jours. À lundi, très belle semaine à vous, à très vite et en attendant, sauvons nos vies.